Salut à tous et bienvenue sur 15 à Milan, défaite 3-1 du Milan à domicile face à la Juve, doublé de Chiesa au 18e et 48e minute, but de McKennie à la 76e et but de Calabria à la 41e, superbe but d'une frappe dans la lucarne sur passe de Leao. À mes côtés ce soir Nico et Aristide, salut à vous. Bonsoir. Ciao. Bon Nico, première défaite d'un Milan diminué, il faut bien le dire, malgré une première mi-temps plutôt intéressante. Même, on va pousser, on va dire 55 minutes intéressantes. Euh, je pense que tu as tout dit dans l'intro. Un Milan diminué. Il manquait beaucoup trop de joueurs aujourd'hui pour espérer quelque chose. Les deux cas de Covid de Krunic et Rebic annoncés dans l'après-midi ont rallongé donc la liste des absents de notre côté. Pioli a dû bricoler avec un Calabria au milieu. Je t'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi il a pas préféré descendre Çalhanoğlu et mettre quelqu'un d'autre en poste de numéro 10. Jusqu'à la 55e, on va dire que le résultat lui donnait raison. Mais bon, Calabria a quand même eu un match assez compliqué. On l'a même semblé plutôt perdu malgré son but. Après, on a eu affaire à une bonne Juve qui nous a laissé quand même. J'ai rarement vu une Juve laisser autant d'occasions quand même, parce que Chesney s'est pas mal employé plusieurs fois. Mais après, dès qu'il y a eu ce deuxième but de Chiesa, on a senti qu'on avait pris un coup sur la tête et que le match avait quand même bien tourné pour la Juve. C'est des matchs comme ça qui nous font dire que j'ai écouté votre émission de demi-saison. On a envie de dire à voix basse, est-ce qu'on peut jouer le titre? Mais quand tu vois qu'il manque autant d'absents, et que le niveau s'élève, ben, il y en a certains, ça commence à devenir compliqué. Et c'est pour ça que pour l'instant, on ne peut strictement pas dire qu'on joue le titre et on pourra le dire si à 7-8 journées de la fin, si on est encore, on va dire, voilà, dans les 2-3 premières places et qu'il y a 2-3 points d'écart. Mais pour l'instant, restons sur notre objectif principal qui est une qualification pour la Champions League. Bon Aristide, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actions des deux côtés. Alors c'est vrai qu'en deuxième mi-temps c'était à sens unique, hein. Il y a juste une frappe de Çalhanoğlu sur Chesney à la 84e, sinon tout est côté Juve. Mais en deuxième mi-temps c'était un peu plus équilibré, il y a eu un gros quart d'heure Juventino, mais le Milan a quand même su, je trouve, redresser la tête et puis montrer comme d'habitude du cœur, hein. Et puis des petites actions de jeu intéressantes, à une touche de balle, etc. Seulement la Juve ce soir était trop forte pour un Milan, on l'a dit suffisamment, hein, qui ne comptait pas ses meilleures armes ce soir. Ouais, complètement. Je pense qu'il nous a manqué quand même toujours ce numéro 9, un peu de... Parce que c'est vrai que notre jeu en attaque était un peu stéréotypé, où tout le monde plongeait dans l'axe, mais finalement sans faire vraiment d'appel. Et on se retrouvait à faire tourner la baballe pendant quelques minutes. Et ouais, enfin tu l'as dit MJ, et puis c'est vrai que Nico l'a dit aussi, mais la marge était quand même trop haute ce soir. On aurait pu espérer avec un peu plus de réussite, avec finalement Chiesa qui tire 3 fois au but, fait un poteau et 2 buts. Oui, il fait un poteau Euh, 2 minutes avant son premier ouais, but à la 16e, hein. exactement, Mais ouais, qui est ça tout à qui a été fait. énorme d'ailleurs. Alors je sais pas s'il joue toujours comme Caf. ça, mais alors dis donc, Bah impressionnant. justement, j'allais en venir. Qui est ça honnêtement, il fait un début de saison pour pas dire, enfin assez moyen, pas mauvais, hein, mais Mais voilà il est assez moyen, titulaire quand mais même. à l'instar de ce que fait la Juventus, oui oui, bien sûr. Mais ouais, ce soir il était clairement en forme et puis c'est Théo Hernandez qui a trinqué. Après voilà, c'est maximum de réussite pour la Juve parce que finalement Donnarumma a pas fait d'énormes parades, contrairement à ce qu'a fait Chesney comme vous l'avez dit. Mais voilà, la marche était trop haute. J'avoue que moi j'aurais signé pour un nul aujourd'hui. Quand j'ai su la Covid pour Kronic et Rebic, je me suis dit que ça allait être encore plus compliqué, d'autant qu'on avait plus de milieu de métier, de milieu centraux de métier en l'absence de Kronic, et que Théo Hernandez allait devoir faire encore plus de travail défensif puisque Rebic était plus là. Donc je me suis dit que ça allait être compliqué et j'avoue que j'avais pas beaucoup d'espoir avant ce match-là et bon, je suis pas vraiment déçu parce que je me suis dit que, enfin je me dis que voilà, on devait tomber. Moi, ce qui m'énerve un peu, enfin, ce qui me déçoit un peu, me chagrine presque, c'est qu'on tombe face à cette Juve là en fait. J'aurais presque préféré tomber contre un Cagliari, un Parme, tant pis. Mais j'avoue que c'est un match que toute l'Italie attendait. J'ai suivi les journaux italiens ces derniers jours en parlant vraiment d'un duel des titans, d'un duel pour le titre. Alors ils s'emballent peut-être un peu, hein, mais bon voilà, c'était l'idée. Et du coup, c'est vrai que perdre face à cette Juve qui était pas non plus extraordinaire, parce que bon, faut avouer qu'honnêtement, j'ai pas été impressionné non plus. Bah ça fait quand même toujours mal, même si on s'y attend. Oui, défensivement, c'est vrai qu'ils ont laissé passer beaucoup de choses. Le fameux Bentancur, là, franchement, nous a laissé des Ah boulevards ouais. derrière. À un moment donné, il perd le ballon à plusieurs reprises d'ailleurs, hein. Il Ah offre des ouais. occasions côté milanais. Bon, vous avez quelque chose à ajouter? On peut peut-être parler un peu de l'arbitrage, ce penalty refusé à la 94e, même Ouais. si c'est vrai que sur le but milanais, Çalhanoğlu fait faute, Nico, non? Oui, c'est pour ça que moi, l'arbitrage, on va pas en parler. C'est vrai qu'il y a
Il y a même surtout le deuxième carton jaune pour Betancourt, mais le but du Milan aurait pu être refusé, donc on va pas les pleurer. Je pense que c'est pas ça qui change la donne du match. Moi, ce que je voulais surtout dire, c'est, comme dit Aristide, ce qui est terrible de tomber face à cette Juve, c'est pour ça que la presse italienne parlait de match pour Scudetto, car si Milan battait la Juve, Milan peut-être enterrer aussi la Juve C'est ça. Alors que et l'Inter a fait une C'était fini. contre-performance, ils ont perdu à la Samp, donc il y avait quand même possibilité de creuser la- l'écart. bien sûr, et là, la Juve, entre guillemets, fait vraiment la super affaire du jour. La Napoli a perdu et reprend 3 points sur le Milan, 3 points sur l'Inter. Ils ont un match en moins face au Napoli. Ouais. Mais je ne sais pas pourquoi, ce match-là, j'ai peur que ça sente le démarrage de la Juve, que tu sais, on leur lance la saison avec un match, on va dire, Ouais. important, un match phare, que tu gagnes 3-1 au final. Je vais pas dire facilement, mais qu'ils ont gagné, qu'ils ont quand même maîtrisé dans l'ensemble. Mais ce qui est terrible et ce qui donne plus de rage, comme dit Aristide, c'est après que d'ici, tu refais le monde, mais tu te dis, putain, si t'as tes 3-4 titulaires, si t'as Benacer, si t'as C'est Calabria clair. sur le côté droit, si t'as un Rebic ou Léao sur le côté gauche, si t'as Ibra, tu te dis, tu peux les faire tomber parce qu'elle était prenable quand même. Elle était prenable, il y avait des possibilités, elle a laissé des espaces importants et voir un Milan à prime, une équipe à prime du Milan, arriver à quand même être valeureuse et à embêter cette Juve, ben, tu te dis qu'au final, il n'y a peut-être pas grand-chose, mais bon, c'est la différence de l'effectif. Nous, on a fait rentrer Kalulu, Conti et Maldini en même temps. Eux, ils ont fait rentrer Kulusevski, McKennie, qui sont sur le troisième but. Ils ont fait rentrer qui d'autre Bernardeschi, j'en parle pas, pour moi, c'est pas un joueur de foot. Il y en a un autre devant aussi qui est rentré, qui était intéressant. Et je veux dire, la Damiral puissance. derrière. Ouais. Oui, Demiral derrière, voilà, c'était pas le banc à parler. Et pourtant, il manquait du monde aujourd'hui à la Juve, hein. Il manquait Morata, il manquait Quadrado, il manquait Alexandro, donc il manquait du monde dans cette équipe. Mais eux, on l'a pas vu qu'il manquait du monde. Oui, j'ai Et vu qu'il y pour avait un finir, latéral gauche italien que je connaissais pas. oui, Fabrota, ouais. qui sort du centre de formation, c'est Fabrota. Pirlo qui, Mm. voilà, qui joue pas mal, qui joue assez souvent. Après, je regarde pas trop les matchs, mais il joue assez souvent. Ouais. Et pour finir, concernant Chiesa, joueur que j'ai assez crépi dans cette émission, parce que je n'en voulais pas du tout sous nos couleurs. Mais j'ai l'impression que c'est le nouveau Berardi, lui, hein. À chaque fois qu'il affronte le Milan, il nous fait très mal parce que déjà, l'année dernière avec la Fiorentina, il nous avait donné le mal de tête, hein. Oui, 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 mais j'ai souvent cité ce Et là, il match-là, a et fait c'est un vrai sacré, qu'il est, là, il il a est fait un énorme sacré match. quand il veut jouer. Moi, je l'ai déjà vu excellent avec la sélection aussi, donc après, je suis pas ses matchs en détail, etc. Puis je suis pas la Juve et je vais pas regarder leurs matchs. Maintenant, s'il est titulaire, c'est peut-être qu'il le mérite aussi. Hein. Aristide, quelque chose à ajouter? Non. Non, 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 mais c'est vrai, Nico a raison. Enfin, on aurait, si on avait pu avoir cette équipe titulaire, on aurait peut-être sûrement fait autre chose parce que la Juve était clairement prenable. Et effectivement, Chiesa a fait un très bon match aujourd'hui. Il n'a pas toujours été excellent à la Juve, mais bon, vu son âge et vu la capacité, le potentiel qu'il a, je me fais pas trop de soucis pour lui. Je pense qu'il pourra faire vraiment de belles choses plus tard. Bien, certains l'enterraient. Hein. Moi, je me rappelle que cet été, quand il était question de sa venue au Milan, il était soi-disant fini pour le foot, Chiesa. Oh bah, Bon, donc. pas moi, pas de mon côté en tout cas. Ah ouais, bah écoutez, moi je trouvais qu'à 23 ans Le c'était un foot, petit peu dur et qu'il fallait attendre un moi, il a petit pas peu le. quand même. C'est vrai. Moi, je dis juste que Chiesa, il a pas le talent pour moi, selon moi, pour durer dans un club comme la Juve. Je pense qu'il fera une Bernardeschi. Donc ce soir Voilà. c'est un coup de bol. Non, c'est pas un coup de bol. Il a le droit de faire des bons matchs, mais dans l'ensemble, pour l'instant, il répond pas non plus aux attentes qui sont placées en lui quand même. Il y a eu un transfert assez important. On peut Je peut-être dirais, attendre un peu, il vient d'arriver. Oui, bien sûr, mais le temps nous dira qui a raison, bien sûr. Ah mais moi je ne tire, je fais pas de plan, simplement je trouvais qu'à 23 ans c'était un peu dur de l'enterrer quoi. Je trouvais que c'était un peu rapide, mais enfin bon. Aristide, tu nous donnes ton top? Du coup, au niveau de mes tops, alors je relis mes notes. Bon, ça va être de très petits tops hein, ce soir. J'ai mis Léao en troisième position. Pourquoi Léao? Parce que bah, il fait encore une passe décisive et c'est pas sa première. Et je trouve que malgré tout, en première mi-temps, il te sort quand même deux trois actions de grande classe qui auraient pu mériter mieux. Notamment au tout début quand il fait un crochet, une feinte de corps et puis qu'il envoie la balle de son pied gauche juste au-dessus de la lucarne. À Alors la qu'il est 22e absolument même. Ouais, à la 22e, très bien, merci. Alors qu'il est absolument tout seul en attaque, donc il a pas grand-chose à faire non plus. Voilà, je trouve il s'est quand même bien battu. Honnêtement, ça devait pas être facile parce qu'à côté, t'avais quand même des Castillero et des Hoguet, donc si t'attends un centre, t'as pas fini quoi. Il a quand même, c'est une super passe décisive hein, qu'il fait quand même pour Calabria, une belle accélération, une belle passe décisive. Donc franchement, troisième de stop, Léao. Et je suis plutôt content. Alors c'est un petit top, hein, ça c'est sûr, mais je suis plutôt content parce que c'est quand même un joueur qui semble confirmé dans les grands matchs.
Parce que quand on voit quand même ses dernières performances dans les grands matchs, que ce soit l'Inter où il fait un super match, le Napoli, la Juve finalement où il sort quand même un peu du lot, il arrive quand même à mettre une belle passe décisive et à bien peser sur les défenses. Enfin, c'est bien de voir aussi ce joueur dans les grands matchs et je trouve ça plutôt rassurant pour la suite, pour quelqu'un qui, je le répète, n'est pas à son poste de prédilection. Seconde place, j'ai mis Hakan Çalhanoğlu. Alors malheureusement, il aura beaucoup tenté, beaucoup de tirs. Pas moche, hein. Franchement, Chesney n'a pas relâché la balle une seule fois alors qu'il y avait quand même des rebonds assez piégeux et piégeants, pardon. Donc il a quand même fait beaucoup de récupération en première mi-temps. Il fait une belle passe clé, justement pour Leao à la 22e minute. Il tire. Non, franchement, Hakan, j'ai trouvé quand même précieux à la récupération, défensivement, offensivement. Je trouve qu'il a vraiment, il s'est vraiment amélioré ces derniers mois. Je retrouve un peu le Hakan personnellement, hein, pour ma part. Je trouve le Hakan de fin de saison dernière. Il a d'ailleurs été élu meilleur joueur du mois de décembre en Serie A quand même. Alors, bon, ça peut étonner certains, mais c'est vrai qu'il a été quand même pas mal ce mois-ci. Mais voilà, Hakan, il fait quand même quelques bons matchs d'affilée et c'est à noter. Et ce soir, il est quand même pas ridicule. Et enfin, en première place, alors ça peut paraître surprenant, mais pareil, c'est un petit top, donc pourquoi pas. J'ai mis Dalot parce que c'est le seul qui a pas pris le bouillon en défense, tout simplement. Et que finalement, il était du côté de CR7 et j'ai pas vu CR7 du match. Vraiment, quand j'ai vu au CR7 obtenir la faute à la 94e qui scelle la rencontre, je l'ai vu rigoler et je me suis souvenu qu'il était sur le terrain parce que je l'ai pas vu du match. À part une super passe pour McKennie dès que celui-ci venait de rentrer en seconde mi-temps, je n'ai rien vu. Donc voilà, c'est un petit top, mais je pensais qu'il allait prendre le bouillon. Et en fait, finalement, c'est son compère de l'autre côté du terrain qui a pris le bouillon ce soir. Donc voilà, Dalot, tant mieux, première place. Et la passe de CR7 pour McKennie, c'était à la 72e. Nico. Ouais. Pareil, petit top. Moi, j'ai mis Leao en 3. Euh, Ce joueur qui, je le trouve quand même assez. Il m'énerve car je suis incapable en fait de savoir réellement ce qu'il vaut. Il y a contre le Genoa, j'aurais voulu le mettre sur le banc et plus jamais le voir. Et quand tu vois la première mi-temps qu'il fait, c'est, je vais pas redire ce qu'a dit Aristide, mais c'est plein de courses qui ont vraiment fait du mal, qui ont à la charnière Bonucci de Ligt. Techniquement, il a pas raté grand-chose dans sa première mi-temps. Il leur a donné le tournis par ses dribbles. Il fait un super travail pour le but du Milan. Après, bon, il disparaît en seconde période, mais bon, comme le reste de l'équipe. Mais c'est vrai que le fait de, comme dit Aristide toujours, le fait de voir qu'il est capable de faire des choses euh, en, dans les grandes rencontres montre quand même que c'est dans les grands matchs qu'on voit les grands joueurs. Donc, il a un potentiel. Il lui faudra de la régularité, mais c'est vrai que le potentiel est vraiment là et on commence à comprendre. Moi, je commence à comprendre de plus en plus ce transfert de l'année dernière quand même et qu'on ait pu se séparer de Coutronnet pour un joueur, de Coutronnet, pardon, pour un joueur comme ça. En numéro 2, Kessié, que j'ai trouvé au milieu de terrain, qui a assez quand même solide parce qu'il n'a pas été aidé par Calabria. Théo a été en difficulté aussi sur son couloir gauche et il a fait son match. Je suis sidéré, pareil aussi encore de mon côté, d'avoir complètement retourné ma veste sur ce type-là. J'ai l'impression même qu'on découvre un autre joueur. Il est essentiel à cette équipe et c'est limite peut-être l'un des premiers noms que tu mets sur ta feuille de match pour être quand tu fais ton équipe type. Et en numéro un, pareil, ça reste toujours un petit top parce qu'il n'y a pas non plus eu des prestations incroyables. Çalhanoğlu qui a fait un match, franchement un bon match où il a été précis dans ses transmissions de balles et dans ses transversales. Et c'est vrai que pareil, on découvre encore un joueur que on a l'impression qu'ils sont arrivés il y a 9 mois ces types, hein, parce que c'est des joueurs qui n'ont rien à voir avec les joueurs qu'on a pu voir depuis 3-4 ans, hein, quand ils sont arrivés. En espérant que ça continue, enfin ça commence à prendre en tout cas de la consistance parce que les prestations se répètent et j'aurais jamais pensé un jour faire un top 3 d'un Milan Juve avec Leao, Kessié et Çalhanoğlu quand même. En C'est effet, vrai. Aristide veut réagir et tu nous donneras ton flop par la même occasion, s'il te plaît. Tout à fait. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Nico. Effectivement, j'ai pas mis Caissier dans mes tops. J'aurais pu le mettre en mention honorable, mais j'ai oublié. Mais ce que dit Nicolas, c'est tellement vrai sur le fait qu'on coche Caissier direct sur la feuille de match. Et moi, c'est pareil. Je considère, j'ai tellement
l'habitude que Kessié fasse un bon match maintenant, ce qui est assez surprenant, que j'ai oublié de le mettre dans les tops tellement je l'ai encensé ces derniers mois. Ça me paraît évident. Oui, bien sûr, Kessié a fait un super match. En plus, Kessié était tout seul au milieu de terrain parce que Calabria, il a fait du mieux qu'il pouvait, mais dans les placements, c'était pas ça. Mais oui, Kessié a fait un super match mais puis tant mieux parce que je trouve que ce joueur, on sous-estime tout le enfin, franchement, ce qu'il fait, c'est quand même assez incroyable depuis quelques mois. Et c'est tellement incroyable que je l'ai oublié parce que je suis tellement habitué à ce qu'il fasse des bonnes choses que ça me paraît normal. Et enfin, sur les AO, j'avais juste un petit truc à dire. Pour moi, j'ai l'impression de découvrir petit à petit ce joueur et je découvre quelque chose, pardon, que je n'avais pas recensé avant il y a encore un an ou même il y a 6 mois chez ce joueur qui est, pour ma part, intéressant. C'est son esprit collectif. Je trouve que c'est un joueur pour un attaquant ou un ailier avec son profil. J'aurais dit il y a un an qu'il était assez individualiste. C'est le genre de joueur qui frappe au but sans même lever la tête. Et je trouve qu'il est quand même vachement collectif. Il fait beaucoup de passes décisives. C'est pas la première fois qu'il perce sur son côté gauche ou droit pour remettre un très beau centre en retrait. Alors que il peut même tirer, hein, et parfois d'ailleurs sur le dernier match, il a parfois passé la balle alors qu'il pouvait tirer. Mais voilà, je le trouve très collectif ce joueur et je trouve que c'est quelque chose d'assez agréable à voir parce qu'il y a un an je le trouvais plutôt personnel ou du moins tendance à être personnel. Et du coup au niveau des flops, j'ai mis en quatrième place mention déshonorable Castillero parce que c'est dans ce genre de rencontre que je me rends compte que Castillero n'a pas sa place dans cette équipe. Alors c'est un secret pour personne, mais aujourd'hui franchement, dès c'est quoi, c'est la 3 ou 4, c'est la 3 ou 4e minute, non, ou 7e, où il récupère un ballon, je crois que c'est Betancourt qui fait une perte de balle, il est tout seul face à Chesney, puis il Ah tire ouais, sur c'est la lui, et la septième, frappe est ouais. écrasée. Ouais, c'est 7e. Voilà, enfin et puis même dès qu'il récupérait un ballon, souvent parce que bon, c'est pas parce qu'il faisait une bonne récupération, mais parce que un Juventini lui mettait le ballon dessus, il le perdait tout de suite après parce que voilà, soit trop frêle, soit il donnait pas assez vite son ballon. Franchement, il a pas réussi grand chose Castillero, il a même quasiment tout raté et il a pas le niveau pour ça. Troisième place du flop, j'ai mis Augueux. Augueux, je peux pas lui en vouloir, hein. Enfin, honnêtement, on savait tous qu'il n'était pas prêt pour disputer ce genre de match en tant que titulaire. Puis il nous l'a confirmé ce soir, il n'est pas prêt. Donc en Europa League, ça peut faire la différence quand il rentre, c'est souvent très bien, etc. Même voir titulaire, ça peut être pas mal. Mais ouais, là, la marche était trop haute. Le joueur est beaucoup trop jeune, beaucoup trop frêle. Les déplacements sont quand même peu pertinents, notamment offensifs. Avec Akan, ça s'entend moyen sur le terrain et Kessie à gauche non plus, c'est pas incroyable. Donc ouais, non, franchement, Augueux, trop. Enfin, les deux ailiers quand même assez très mauvais ce soir et trop gentillés, trop frêles, enfin, de talent, du moins pour Castillero, mais voilà, c'est pas suffisant. Donc moins 3 c'est fait. Le moins 2 ah, ouais, ça c'est décevant. Le moins 2 et le moins 1 c'est quand même décevant parce que voilà, on attendait beaucoup de ces cadres-là. Et ils ont déçu ce soir, mais vraiment déçu. J'ai mis en deuxième place du coup du flop Théo Hernandez. Tout simplement parce que voilà, offensivement c'était compliqué, mais surtout défensivement, il prend l'autre 2 fois sur Chiesa, tout simplement. Sur le premier but, c'est un magnifique mouvement à la base de Dybala. Romagnoli est sur Dybala, mais Dybala arrive quand même à faire une petite talonnade plutôt pas mal. Théo Hernandez est en retard, donc voilà, but de Chiesa directement à la 19e minute. Voilà, sur le premier but, il est sur la photo. Sur le deuxième, il est aussi sur la photo parce que même s'il recule et essaie de couvrir l'intérieur, Chiesa quand même arrive à se mettre sur son pied gauche et tirer directement et fusille Donnarumma. Donc deuxième but, il est aussi sur la photo. Et donc voilà, mauvais match de Théo ce soir. Défensivement, j'ai retrouvé un peu le Théo Hernandez d'il y a un an et quelques quand défensivement il était quand même à la ramasse même s'il apportait offensivement. Voilà, on l'attendait sur ce match et c'était pas concluant. Et enfin, en première place, mais j'aurais pu le mettre en deuxième, j'hésitais entre les deux, c'est Romagnoli. Parce que justement, Romagnoli est aussi sur la photo de classe du troisième but, où il se fait complètement déposer par Kulusevski de mémoire sur le but de McKennie. Pareil, c'était beaucoup de duels perdus quand même ce soir par Romagnoli. Il est aussi sur la photo du premier but parce qu'il laisse le temps à Dybala, alors pas de se retourner, mais au moins de faire ce geste. Il est quand même un peu loin de lui, donc voilà, les deux, ils auraient pu être un et deux, ils sont 2 et 1. Bon, Romagnoli et Théo, les quatre n'ont pas convaincu ce soir et c'est pour ça qu'on coule. Nico. Alors, pareil, je tiens quand même à dire avant de faire le flop que ils n'ont pas non plus été catastrophiques parce que je trouve que collectivement, le pressing qu'a mis notre équipe pendant 50 minutes était assez impressionnant. Et ça, c'est un travail collectif, donc ils ont tous quand même fait leur gamme, répété leur gamme à ce niveau-là. Et c'est quand on a commencé avec la Juve, à garder le ballon, qu'on a commencé à avoir donc nos carences. Donc en 3,
Moi, j'ai mis les deux ailiers, Castillero, Hoguet, qui je trouve quand même ont fait une bonne première mi-temps quand même. Castillero a perdu quasiment qu'un ballon en première mi-temps. Il combinait pas mal avec Çalhanoğlu et Dalot. Quant à Hoguet, même si c'était un peu plus difficile, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait par moments, il y avait quand même, il apportait un peu de folie quand même par ses dribbles et il est quand même assez imprévisible. Même si bon, il n'a pas non plus créé de grandes occasions, mais il a fait quand même deux trois décalages par moments qui auraient pu être intéressants. Mais après voilà, la marche est trop haute, pareil pour un match comme ça et on les a complètement vus disparaître en seconde période. Hoguet n'a pas du tout existé, on l'a même plus vu porter le ballon. Et quant à Castillero, à chaque fois qu'il l'avait, il le perdait. Donc ça, c'était autre chose. En numéro 2, Théo, malheureusement, même si je trouve qu'il n'a pas été catastrophique au niveau défensif pendant tout le match, il se fait prendre deux fois à revers, et deux fois à revers, bah, ça finit en but. Donc face à la Juve, tu le payes cash quand tu te rates à un moment. Aujourd'hui, il l'a payé deux fois, même si c'est deux actions quand même de grande classe, parce que le deuxième but que met Chiesa est quand même magnifique, il lui laisse pas non plus beaucoup d'espace, et c'est sur le mauvais pied de Chiesa en plus, si je dis pas de bêtises. Mais il a essayé d'apporter offensivement. Le problème qu'il y a, c'est qu'il pouvait pas non plus trop monter, parce que vu qu'il y avait Aogué devant, et que c'est pas Rebic, derrière, il fallait refaire les couvertures. Donc c'était très compliqué à ce niveau-là. C'est là qu'on voit, même si je trouve que mes collègues Aristide et Erko tapent souvent sur Rebic, l'importance de ce joueur-là dans les phases défensives. Euh, qui permet aussi à Théo de pouvoir plus s'exprimer sur des phases offensives. Donc voilà, donc Théo fait un match assez moyen, donc il est sur les, comme dirait la photo de classe sur les deux buts. Et moi, j'ai du mal à différencier quand même Romagnoli et Kjaer qui, je trouve, ont fait tous les deux un match très moyen dès que la Juve accéléré ont été mis en difficulté. Alors oui, sur le troisième but, Kulusevski met un bouillon à Romagnoli, mais 5 minutes avant, il met un bouillon à Kjaer. Et c'est Romagnoli qui vient sauver devant ses cages par une passe en retrait du bout des pieds pour Donnarumma parce que Kier s'était fait bouffer au milieu de terrain. C'est un très beau dribble de la tête de Kulusevski. Après, Kier, dès la 60e, commençait déjà à boiter. Et au troisième but, il est sorti tout de suite. Donc apparemment, ils n'ont pas voulu prendre plus de risques. Mais on sent quand même que malheureusement, il y a un banc de touche quand même qui est aujourd'hui, il manque d'immonde. Et c'est pour ça on l'a fait jouer, on le fait jouer le maximum. Ça a été pareil contre Benevento, on le fait jouer au bout du bout. Il est sorti en boitant, en espérant qu'il soit pas fait mal. Et je pense qu'on a rarement vu jouer quand même à Milan contre la Juve en étant premier du championnat avec Kalulu, joueur de 20 ans qui a fait 5 matchs en pro, le jeune Maldini qui doit avoir 2 ou 3 matchs en pro, Colombo aussi qui est rentré en fin de match, voilà. Et sans parler de Diaz, de Aogué. Donc c'est pour ça qu'on va. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de bémols à mettre sur cette défaite quand même du Milan qui était vraiment avec énormément d'absents aujourd'hui. Bien, passons au mot de la fin, Aristide. Et au niveau du mot de la fin, bah, j'ai envie de dire, ça y est, la saison, la saison commence pour nous. Non, mais là, c'est une seconde partie de la saison qui commence et c'est la partie la plus importante. On s'attendait à ce que cette défaite arrive cette saison, hein, parce qu'on n'allait pas être invaincu toute la saison. Encore qu'il y en a qui l'ont déjà fait en 2004 ou 2005, je crois. Mais voilà, là, c'est vraiment la saison qui commence. Ça commence avec la réception du Torino, si je me trompe pas, samedi prochain à 20h45. On va récupérer quelques cadres, notamment Ibra qui devra jouer. Benacer sera peut-être un peu juste. J'espère que Jair, comme a dit Nico, sera de la partie. Mais voilà, on devrait commencer à récupérer certains cadres. Donc c'est quand même rassurant. Mais voilà, vivement que les cadres reviennent parce que là on est sur les rotules et ça y est, on a craqué ce soir, ça s'est vu. Mais le plus dur, ça va être la réaction mentale de l'équipe et c'est dès samedi prochain contre le Torino. Nico. Moi, le mot de la fin, il est sur un audio que j'ai mis sur la rubrique du forum, la rubrique Casa Milan du forum d'AC Milan Zone, de Moncada, donc le responsable recrutement scouting du Milan. Alors, il a un interview d'1 heure et demie avec Johan Crochet, qui est à l'Afterfoot, la drôle de dame italienne, euh, qui fait de très bons podcasts aussi sur le foot italien, les bilans de saison pour ceux qui poursuivent de manière générale le calcio. Et donc pendant 1 heure et demie, il lui pose des questions. Donc on revient sur Moncada, son début à Monaco. Il fait partie quand même en gros, de l'équipe de recrutement qui a permis à Monaco d'aller jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions. C'est celle où ils ont vendu après tous les joueurs qui ont coûté des millions, des joueurs qui ont été recherchés dans les 4 coins du monde pour arriver à former cette équipe.
de là, il a été repéré, donc il est parti au Milan AC et dans notre club. Et donc, il disait, bon, après, il est là, il apporte pas non plus une contradiction, hein, il lui pose des questions sur comment ça se passe. Mais tu sens dans ce qu'il dit que mine de rien, t'as l'impression que ça bosse très bien actuellement, en tout cas à ce niveau-là, parce que le recrutement a fait énormément de défauts ces dernières années. Et t'as l'impression que ça bosse très bien et c'est juste ça qui me fait dire est-ce que enfin on n'est peut-être pas en train de commencer à aller un petit peu mieux. Il disait que le but aujourd'hui du Milan, au Milan, il a dit, était un très grand club. Ça l'est toujours en termes de nom, mais bien sûr, on ne joue plus la Champions League, donc à ce niveau-là, au niveau sportif, on ne l'est plus. Mais l'objectif, quoi qu'il arrive, du club, c'est de tout, enfin des dirigeants actuels quand même, c'est de ramener le Milan tout en haut. Il disait que l'apport de Paolo Maldini était incroyable pour le recrutement de joueurs, pour convaincre des joueurs, que quand chaque joueur arrive, il leur parle pendant une heure et demie, pour lui expliquer ce que c'est ce club. Et il disait que par la différence qu'il a vue par rapport à l'endroit où il a travaillé, c'est qu'avec un gars comme Maldini, il sait comment faire pour pouvoir arriver le plus vite, pas le plus vite possible, mais comment arriver au très haut niveau qui t'amène à l'excellence et gagner des titres. Il dit, et ça, c'est son passé de joueur, ce qu'il a connu, les grandes équipes qu'il a connues au Milan, qui lui permettent ça. Et j'invite beaucoup de monde à écouter cette interview, qui, je dis pas de bêtises, date de la fin de saison de l'année dernière, hein, donc c'était avant que le Milan soit premier aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, ou peut-être en tout début de saison de cette année. Mais c'est un excellente interview. Après, il n'y a pas de question qui a été posée sur est-ce qu'on va recruter d'être un peu plus d'Italiens pour avoir une base, quand même un stock italien dans cette équipe. Mais ça parle des transferts, comment ils ont recruté KR, comment ils ont recruté Aogué, qui disait qu'Aogué, en fait, il était suivi depuis très longtemps par le Milan AC. Et qu'en fait, avec le Covid, ils n'avaient pas pu le voir jouer en vrai. Et avec la Covid, on n'a pas pu le voir jouer en vrai. Et qu'en fait, ils ont été, limite, c'était un coup de bol que Milan chope Boldoglim dans un truc pour pouvoir enfin le voir vraiment de leurs yeux et pas sur cassette. Et il disait que c'était grâce à Maldini et Gazidis qui ont tout de suite pris les choses en main le jour même du match pour finaliser le transfert par rapport à ce qu'ils avaient vu, en sachant que le joueur était suivi déjà depuis des mois par la cellule de recrutement. Il parle de Kier, il parle de Saelemaekers, ça fera plaisir à Erco, enfin, il parle de Leao, ce genre de joueur qui était déjà suivi par le Milan au Sporting Lisbonne. Donc ça remonte bien avant. Et on a l'impression qu'en tout cas ça bosse très bien et qu'il disait que les clubs comme Dortmund et le Red Bull Leipzig, qui actuellement sont les cellules de recrutement qui marchent le mieux dans le monde, on va dire, pour recruter des jeunes joueurs et en faire des stars et les vendre à des prix d'or, et ben il disait qu'actuellement ils recevaient des félicitations de ces clubs-là parce que ils arrivent à les doubler peut-être sur des où ils suivent les mêmes joueurs en tout cas et ils sont en train de faire un gros travail. Il disait pour dire en tout cas aux jeunes joueurs qu'actuellement au Milan on donnait la possibilité aux jeunes et qu'il y a un objectif de que le Milan redevienne très grand et que ces jeunes joueurs puissent grandir au Milan. D'ailleurs on peut les garder pour espérer retrouver notre lustre d'antan, ce sera pas mal, en tout cas. Concernant l'italianité, on sait que c'est l'une des préoccupations de Maldini. Il l'avait déclaré en conférence de presse la saison dernière. Maintenant, on verra dans les faits si ça finit par se réaliser, parce qu'on n'en a pas vu beaucoup. On rappelle qu'il y a eu un seul Italien recruté en 2 ans côté milanais. Nous, on sera présent samedi, après le match contre le Torino. Puis on va continuer, bien évidemment, à produire des émissions chaque semaine, puisque je crois que ça faisait longtemps qu'on avait été aussi régulier. En attendant, je le répète quasiment chaque semaine également, l'Euro et la nationale, et moi que j'attends vraiment avec une impatience croissante. Voilà, je vous remercie messieurs, je souhaite une bonne nuit à tout le monde et puis rendez-vous donc samedi. Salut! Ciao. Bonne nuit.